Bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Marie-Ève Schmout. C'est moi qui serai votre modératrice, animatrice pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je suis coordonnatrice de recherche au CIRIS, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Dans le cadre de mes fonctions, je m'occupe de coordonner les activités du regroupement du Québec, du Centre de recherche sur les politiques en matière d'invalidité professionnelle, le CRPIP. Alors, ça me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, tous et toutes, pour cette rencontre virtuelle d'une durée de 2h30. Je tiens à souligner la participation vraiment exceptionnelle là, pour cette rencontre. Vous êtes nombreux et nombreuses, environ 120 personnes là, à vous être inscrites pour la rencontre. Juste pour vous informer, vous êtes des gens de tous horizons et de tous secteurs, donc tant des gens qui s'intéressent à des questions de travail, des questions d'éducation, défense de droits, des gens aussi des milieux communautaires, associatifs, des gens du milieu gouvernemental, des gens du milieu académique. Alors, ça me fait grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, la thématique de notre rencontre, c'est travail, handicap et politique. Et le but, c'est de faire un tour d'horizon des mesures et des pratiques de soutien à l'intégration au travail des personnes qui ont des incapacités au Québec. En fait, c'est une activité de mobilisation des connaissances qui se tient dans le cadre des activités du regroupement du Québec du CRPIP. Et notre activité, en fait, représente l'une des activités qui ont été organisées dans le but de marquer la fin du centre de recherche qui a été d'une durée de 7 ans. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Émile Tompa, qui est le responsable du centre de recherche, qui aimerait vous dire quelques mots sur le centre et la suite de ses activités. Bonjour tout le monde, mon nom est Émile Tompa. Je suis le directeur de CRPIP. C'est un grand plaisir de pouvoir vous parler pendant l'histoire de CRPIP, de nos réalisations et de nos projets pour l'avenir. Je vais commencer avec nos objectifs dédiés dans notre plan opérationnel en 2013. These operational goals were identified quite some time ago, and they're still quite relevant today. They're reflective of the work that we've been doing over these last 8 years of our center. So I'll just go through them, and then you'll see it just from the note of these operational goals that we're still really very much actively involved in this space. So the first one was to provide a forum within and cross-provincial and national dialogue on challenges and opportunities for improving the work disability policy system. And that's something we're very actively involved throughout the 8 years of our existence. The second goal was to identify problems and challenges associated with program coordination and complexity. And that's something we continue to do through the Disability Work in Canada initiative, with our conference, and with our Federal Provincial Policy Roundtable, which we hold on an annual basis. The third one was to identify relevant and favorable alternative approaches to systems design and service provision. We're trying to do small scale trials, select comparisons with other countries. So that's again an ongoing initiative that we've actively been working on in that space. The fourth objective was to mobilize knowledge developed within and outside the initiative in order to inform policy. And meetings such as this one, our Federal Provincial Policy Roundtable and our Disability Work in Canada conference continues that momentum to just have that forum for knowledge development and exchange. And the fifth one was to build capacity for partner engagement, partner engaged research, knowledge mobilization on the topics of work disability policy.
And that partner engagement is a centerpiece of our work and the way we operate, always being engaged with the policy arena, with the community groups, with stakeholders in the employment space, with the employment service providers, and particularly always having the community very actively involved in our work. Le mandat de CRPIP, aussi identifié dans notre plan d'opération de 2013, est encore pertinent. Yeah. So we originally identified our mandate to bring together various stakeholders in the Canadian work disability policy system, including employers, and that's been our ongoing activities over the 8 years, bringing these people together through various forums such as this workshop, our conference, and various other community level kind of initiatives. We want to identify problems and challenges associated with program coordination and complexity, and a lot of our research is really centered on addressing that issue. We want to facilitate dialogue, problem identification, and policy action, and we are really working towards trying to make a change in the way the work disability policy system works so that it works for people with disabilities. We want to support multiple transdisciplinary research projects, including international comparative work. We're trying to build capacity for research on applied work disability policy. We want to build capacity for active partner engagement. We really want to build that consensus on a roadmap for work disability policy change. And the strategy that we've identified through work with the Disability and Work in Canada initiative has really spoken very broadly to that issue of developing that roadmap for policy change. Notre initiative de handicap de travail au Canada est notre plus grande réalisation. So the HTC initiative, which started in 2017, was really originally part of our community caucus, the CRPIP. Our initial partners were ONIWIG, Ontario Network of Injured Workers Groups, CCRW, Canadian Council on Rehabilitation and Work, and Inclusion NL. Since then, it's developed into an independent initiative that spearheads strategy, development, and implementation, an annual federal provincial policy roundtable, and an annual stakeholder conference. And 2020 marks the 4th yearly HTC conference, which will be starting tomorrow. Nos résultats visés, aussi identifiés dans notre plan en 2013, sont présentés dans ce diapositive. Our ultimate outcome is to improve Canadian work disability policy system, but we also want to establish an area of applied work on disability policy as a field of study in post-secondary curriculum. Nous avons fait d'énormément progrès dans nos objectifs et résultats pendant le temps de collaboration. And in this slide, I just highlight some of the key ones. There's obviously many more that I couldn't possibly speak to in this session, but we've done quite a bit of work. Our biggest, I guess, initiative has been the HTC initiative, where we developed a strategy. We did the annual conference that I've mentioned and the annual federal provincial policy roundtable. Another big item that we've developed over the course of the last few years has been a standard that's the CSA Z1011 standard. It's a work disability management system standard, which I chaired the technical committee for that developed it with the CSA group. We're also now currently hosting some webinars about the CSA standard. We've built substantial capacity for partner research and knowledge mobilization. We've mentored dozens of new researchers at the graduate and postdoctoral and postgraduate level, including a number of postdocs. And we've funded a number of seed grants and other projects as well through our core funding through SSHRC, the Social Science and Humanities Research Council. We've spun off dozens of projects as well, including another SSHRC partnership development grant on wage subsidies and other financial incentives that's currently active. We've also undertaken a large study for Employment and Social Development Canada on the cost of exclusion, in which we identified an untapped potential of $338 billion, or 18% of GDP, if we were fully inclusive and accessible as a society. And we're also spearheading a special issue of a journal on equity, diversity, and inclusion, which is soon to be released. So this is just a spattering of the various incredible projects that we've been doing over the last 8 years.
Nos projets d'avenir sont encore en cours. And a key one, which we are currently describing as CRPIP 2.0, is the developing of an ideas social innovation laboratory. It's a partner-driven initiative focused on expanding employer capacity to leverage the talent offered by persons with disabilities. It's a laboratory to identify, pilot, and evaluate co-design solutions. We've identified 4 thematic hubs that will be at the centerpiece of this social innovation laboratory. The first one is workplace systems and partnerships. The second, inclusive environmental design. The third one is employment support systems. And the fourth is transitions to work and career development. It's part of a New Frontiers Transformation Stream grant. We just recently heard that our letter of intent was accepted to go to the full proposal stage. So hopefully, we'll keep our fingers crossed. It's a very competitive envelope, but if we are successful, that'll give us 6 more years of funding under the New Frontiers Transformation Stream initiative. It's an integration of social sciences, health sciences, and physical sciences, and with a special focus on engineering and design. Merci à vous tous et bonne journée. Un grand merci, Émile, pour ces mots concernant le centre de recherche et merci pour vos travaux et la meilleure des chances dans la poursuite des activités. Alors, on va tout de suite y aller avec notre premier présentateur, Normand Boucher. Alors, je vous le présente pour ceux et celles qui le connaissent moins. Alors, Normand est professeur associé à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Il est également chercheur régulier au CIRIS, donc le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Normand est co-responsable du regroupement des chercheurs du Québec pour le CRPIP et il est également membre de plusieurs équipes et initiatives, dont co-responsable de l'équipe pratique sociale et surdité, également impliqué là, dans une équipe sur Disability Employment and Public Policies Initiative. Donc, Normand porte de nombreux chapeaux. Alors, je lui laisse immédiatement la parole. Merci. Voilà. Merci, Marie-Ève. J'ai oublié d'ouvrir mon micro. Effectivement, on fait un peu d'expérimentation aujourd'hui avec l'utilisation de la plateforme web, Zoom, à la fois pour l'accès, pour la diffusion, puis pour faciliter la participation à l'intérieur de ça. D'abord, merci, Émile, pour avoir dirigé ce grand projet-là pendant 8 ans. Qui va se poursuivre sans doute. On travaille fort pour ce volet-là. Vous travaillez fort pour ce volet-là. Puis je trouvais intéressant d'arriver avec cette dimension-là en mettant l'accent sur ce que j'appelle les parcours sociaux vers l'emploi, c'est-à-dire les parcours sociaux qui permettent à la fois de prendre en considération les trajectoires individuelles, mais aussi le contexte, les environnements sociaux et politiques qui viennent influencer ces trajectoires-là. Puis comment agir sur ces relais. Quand je parle de relais dans ces transitions. Les transitions sont plurielles, elles sont différentes. On va le voir, vous le voyez sans doute dans vos interventions également à l'intérieur de ça. On parle de transition pour notre thématique. Une des thématiques qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'intégration des jeunes qui ont des capacités au marché de l'emploi, et puis aussi la dimension du maintien. On va voir, nos présentateurs vont nous présenter certaines dimensions intéressantes par rapport à ça. Mais il y a aussi les transitions en emploi. Transition au travail, il y a les retours au travail. Ce que Marie-Josée va nous présenter aussi par rapport à ça. Ce qu'on présente aujourd'hui, je ne pouvais pas démarrer cette présentation-là sans faire un léger retour sur ce qu'on a fait dans le regroupement québécois au cours de ces 8 dernières années à l'intérieur de ça. Je vois si ça fonctionne. Donc, la présentation se divise en 3. Un bref retour en chiffres sur ce qu'on a réalisé, les thématiques abordées dans le cadre des travaux qui ont été réalisés par les chercheurs dans le Québec Cluster. Aussi, à grands traits, je vais vous dépeindre un peu les obstacles qu'on a identifiés, facilitateurs, dans le cadre à la fois des écrits scientifiques, mais aussi des projets qui sont en cours, des études que les gens nous ont partagées comme perception par rapport aux obstacles. Je pense qu'on va revenir avec ça. Puis je vous parlais de contexte tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la stratégie nationale qui était. Ça veut dire le rôle de l'État, le rôle des interventions publiques, être un facilitateur, est un élément important par rapport à tout ce volet d'intégration au travail, puis surtout dans le volet
il y a des mesures qui sont spécifiques, on va aborder ça par rapport aux jeunes. Comme Émile le mentionnait tout à l'heure, on a commencé en 2012-2013, c'est la 8e année. Au cours de cette période-là, on parle de 10 à 12 chercheurs, dont certains ont pris leur retraite maintenant. Au total, lorsqu'on a fait, c'est intéressant pour nous de faire ces sommaires-là pour voir, on le fait annuellement, mais là, on le fait pour un portrait global. Hein. Donc, ce qu'on a fait au cours de ces 8 années-là, vous l'avez à l'écran ici, 63 présentations, des articles, ce qu'on attend d'un volet recherche, l'obtention de fonds de démarrage, de supervision d'étudiants, un volet important. Les étudiants ont un rôle important à jouer dans le cadre de ces travaux-là, puis publication de chapitres de livres. Les sujets abordés, les conditions de santé, bon, c'est sûr qu'on est toujours en lien avec l'intégration au travail, problématiques de santé mentale, incapacité physique, les troubles musculo-squelettiques, les conditions de santé chronique, puis le retour au travail après un cancer. Les populations étudiées, la population en général. Aussi, il y avait un défi, hein, une des thématiques qui était centrale, une des questions par rapport au projet, c'était vraiment le rôle de l'État, le rôle des politiques de façon globale aussi. Donc, pas spécifiquement les politiques, juste personnes handicapées ou travailleurs retour au travail ou en général lutte à la pauvreté. Tout ça mis ensemble à l'intérieur de ça. On s'est intéressé aux travailleurs, évidemment, travailleurs âgés, hein, les jeunes, les intervenants sociaux, les superviseurs. Ici au Canada, dans les provinces, on a réalisé des études comparatives entre les différentes provinces au Canada puis dans d'autres pays européens. Les thématiques, évidemment, l'insertion, la lutte à la pauvreté, ces dimensions-là sont présentes. C'est des concepts qui ont été définis et abordés dans ce cadre-là. La gestion de la capacité, des trajectoires d'emploi, c'est des volets qui ont été aussi abordés, puis les meilleures pratiques en matière d'insertion professionnelle. Le premier élément que je vous mentionnais d'entrée de jeu, qu'on a. La deuxième partie porte sur les obstacles et les facilitateurs. En termes d'obstacles, cette section-là est construite, c'est grands traits. Hein, il y a bien d'autres choses qu'on n'a pas mis, qui sont rentrées dans le temps. Mais ça vient à la fois des écrits scientifiques, ce qu'on voit dans les données probantes, puis aussi ce que les gens nous ont rapporté dans le cadre de projets qu'on a réalisés, puis des projets qui sont en cours actuellement. Parmi les obstacles, on voit que dans la littérature, nous informe il y a un manque de connaissances par rapport au type d'incapacité, les mesures d'accommodement, les programmes qui existent, les services de la part des employeurs. Ça, c'est documenté. Il y a encore des croyances qui demeurent avec le temps, que les personnes sont moins productives, il y a plus de risques d'accidents de travail, d'absentéisme, puis il y aura des coûts pour l'aménagement des postes, par exemple, comme ça. Il y a la discrimination, l'absence d'accommodement, des tâches. Ce volet-là est important parce qu'on l'a documenté de plus en plus par rapport au rôle dans le processus d'embauche, ce qu'on voit, même si on met en place des mesures d'action positive, si en amont, il y a des pratiques qui sont plus discriminantes, ça va réduire l'efficacité de ces mesures-là. Ici, ce que les gens nous ont... Il y a des entrevues qui se déroulent actuellement. On vise à faire des entrevues avec des personnes qui ont des incapacités en recherche d'emploi et au travail dans l'ensemble des régions du Québec à l'intérieur de ça. Puis ce que les gens nous mentionnent comme premier obstacle, c'est l'attitude des employeurs. Donc, on le voit, il y a un lien avec la littérature, hein, c'est pas décroché. L'autre élément qui revient beaucoup, les exigences du marché du travail. Les gens en recherche d'emploi se rendent compte que de plus en plus, il y a des exigences qui sont plus élevées. C'est peut-être plus difficile d'y répondre aussi dans certains cas. Ça touche l'élément des compétences. De plus en plus, les exigences des compétences sont importantes, sont assez diversifiées. On parle du bilinguisme, on parle de maîtriser des logiciels très spécialisés à l'intérieur de ça, qui sont... Ça devient des obstacles selon eux, ce volet-là. Le rôle des organismes de soutien à l'emploi, dans certains cas, c'est à peu près 60-40 comme étant un élément facilitateur et obstacle. Puis les comportements, de façon générale aussi, qui viennent y jouer. Mais c'est ça qui ont une influence, selon eux. On est au niveau des perceptions des gens. Les facteurs facilitant l'intégration au travail, il y a des éléments qui sont des pistes de solutions, qui sont intéressants, qui nous proviennent de la littérature, qu'on voit, qui pourrait être intéressant peut-être de contextualiser dans notre volet canadien et québécois par rapport à ça. Donc, évidemment, le handicap, ça reste flou pour beaucoup de gens. Hein? Il y a besoin d'informer puis de former par rapport à ces dimensions-là. Puis je pense qu'il est important de préciser que c'est d'autant plus important lorsque ces critères-là sont déterminants dans l'accès aux mesures, aux programmes aussi. Un diagnostic, ça nous donne une caractéristique personnelle, mais ça ne nous informe pas sur ce que la personne peut faire ou ne peut pas faire à l'intérieur de ça. On a besoin, donc ça donne cet élément qui est insuffisant par rapport à ça.
Ce qu'on voit dans la littérature, ben, c'est favoriser les rencontres à l'intérieur de ça pour des bonnes pratiques au sein de l'entreprise. Mettre de l'avant des similarités, des histoires à succès, c'est des éléments qui ont été avancés puis qu'on voyait de façon répétitive dans la littérature aussi par rapport à ça. On voit de plus en plus, on parle d'équité, diversité, inclusion, on les dit. On l'a du côté de recherche, on l'a dans les politiques. On voit de plus en plus des directions de diversité. C'est vu comme étant un élément positif, une voie à suivre. Ça, vous allez me dire, ça s'applique peut-être plus pour les grandes entreprises, oui, mais c'est un volet qui force un peu la prise en considération, qui peut avoir un impact, par exemple, sur les ressources humaines à l'intérieur de ça. Effectuer se baser sur les bonnes pratiques, rester informé sur les bonnes pratiques en matière d'intégration, puis surtout de maintien en emploi, parce que c'est le maintien qui est un élément. Il y a des enjeux importants là, par rapport au maintien. Il y a certains acteurs, représentateurs qui vont aborder cette question-là cet après-midi. Pour se voler, puis assurer des formations continues, évidemment, ça demeure toujours un élément clé en contexte de travail. Les politiques, bien évidemment, la question d'accessibilité, c'est un élément clé. L'approche d'emploi personnalisée, les critères d'accessibilité des programmes, revoir. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il y avait des irritants par rapport à l'accès à certains programmes en fonction des critères, en fonction des profils, en fonction des acteurs qui déterminent l'accès, le niveau de compétences, de formation et tout ça, ça vient jouer aussi dans l'accès à ces mesures-là, puis il faut prendre ça en considération également. Mieux former les intervenants. Donc, on fait un peu du pouce sur cette dimension-là. Je pense que ça reste toujours un besoin par rapport à ces dimensions-là. Un élément clé qu'on voit beaucoup dans la littérature, mais aussi beaucoup dans les entrevues qu'on fait, la divulgation. Est-ce que je le dis ou non au moment de la recherche d'un emploi? Est-ce que je le mets dans mon CV par rapport à ça? Étant donné que les gens ont des perceptions peut-être sans doute fondées, parce qu'on voit dans certains résultats qu'il y a de la discrimination à l'embauche. Ils ne veulent pas le dire, puis ils sont un peu légitimés de ne pas le dire dans certains cas. Mais il y a comme une polarisation dans les perspectives, dans les approches par rapport à ça. Cette dimension-là reste importante. C'est vraiment déterminant. On va y revenir en conclusion aussi. Mettre en place des programmes ciblés de formation dans le cadre des entreprises, ça peut être intéressant aussi pour cette dimension-là. Je trouvais important d'arriver avec cette dimension. Je vous parle depuis le début un peu du rôle. C'est ressorti aussi dans la littérature. Là, je ne vous l'ai pas montré parce qu'on a fait des choix, mais le rôle des politiques. Les mesures, c'est des éléments qui sont facilitateurs. Parfois, on questionne l'efficacité de certaines approches. Par exemple, subvention salariale actuellement. On voit les études plus récentes en 2020 qui questionnent, dans certains cas en Belgique, l'efficacité de ce type de subvention-là. Mais je pense que cet élément-là donne une orientation claire. Je pense que la stratégie québécoise qui a été lancée officiellement en juin 2019, je crois, qui s'oriente beaucoup sur l'article 27. Vous avez d'entrée de jeu une citation par rapport à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, que le Canada a signé, que le Québec aussi, par rapport inclus dans cette perspective-là. C'est intéressant de voir que cette orientation, lorsqu'on s'inscrit dans cette perspective-là, on déplace un peu le regard de l'individu uniquement et ses compétences vers le marché de l'emploi, vers l'entreprise qui doit être plus inclusif à l'intérieur de ça. Donc, on travaille beaucoup plus sur son environnement à l'intérieur de ça. Puis les mesures qui sont proposées vont un peu dans ce sens-là. Oh, je vais reprendre la parole. On est déjà à 13h35. Je vous signale que toutes les présentations vont être disponibles pour les participants. Je vais les faire parvenir à tous et à toutes. Je suis désolée, on a commencé quand même quelques minutes en retard. On va essayer de respecter le plus possible l'horaire qu'on s'était fixé. Alors, je vous présente tout de suite Marie sans plus tarder. Alors, elle est professeure agrégée à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également chercheure régulière au Centre de recherche CHU Sainte-Justine et au Symbiose. Elle est membre de plusieurs équipes initiatives dans le domaine de la prévention de l'incapacité de travail, dont le CRPIP et d'autres comme l'équipe pratique sociale et surdité et le DEPPI, donc Disability Employment and Public Policies Initiative. Alors, sans tarder, je lui cède la parole. Merci Marie, à toi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
Alors, je viens vous présenter une très courte présentation sur l'approche que j'utilise pour un peu comprendre les situations de handicap au travail et surtout pour identifier des stratégies prometteuses pour faciliter ou favoriser l'employabilité et l'intégration et le maintien en emploi des personnes avec incapacité. Donc, mon background à la base, je suis ergonome et ergothérapeute. Ça teinte beaucoup là, les approches que je développe. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une déclaration d'intérêt à faire, en fait. Je pense que toutes les personnes qui sont réunies aujourd'hui sont toutes et tous intéressés à améliorer l'adéquation entre les personnes qui vivent avec des incapacités et les milieux de travail. Puis pour ce faire, il y a plusieurs approches possibles. Il y a des approches qui visent un peu à changer la personne pour qu'elle s'adapte au travail, donc par divers moyens comme la formation, l'éducation, l'entraînement, la réadaptation, etc. Et il y a aussi l'autre approche qui est d'adapter le travail à la personne, qui est un peu l'approche, le positionnement épistémologique ou stratégique qui est choisi en ergonomie. Donc, je tiens quand même à déclarer que c'est l'approche qui m'habite le plus là, quand j'interviens. Donc, avant de poursuivre, je vais faire... Oups, est-ce que je n'ai pas partagé mon écran, je crois. Donc, ici, ça illustre un peu là, le positionnement que je viens de décrire. Je vais appuyer sur pause pour l'enregistrement pour la prochaine diapo parce que c'est une vidéo qui ne peut pas être diffusée sur le web. Cette vidéo-là, ce qui m'interpelle, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'activité réelle. Qu'est-ce que le jeune fait? C'est un processus de régulation, l'activité qu'il est en train de produire, c'est-à-dire qu'il va s'ajuster en fonction d'un certain nombre de ses propres caractéristiques. Hein. Lui, il est jeune, il a seulement 15 ans, il est dans un stage de pré-emploi et puis il n'a pas beaucoup d'expérience. Et qu'est-ce qui va aussi être considéré dans le processus de régulation de son travail? C'est toutes les caractéristiques de l'environnement que j'appelle donc quel outil on lui donne, les tâches, les exigences qui lui sont demandées, quelle aide humaine il peut avoir dans son milieu de travail, quel outil, quelle matière produit, comment son poste est aménagé. Et puis tout ça va être régulé. C'est un processus de régulation où la personne va s'ajuster en fonction de tout ça. Et ça va avoir des effets. Des effets sur la personne elle-même. Est-ce qu'elle va s'accomplir au travail? Est-ce qu'elle va se sentir utile? Est-ce qu'elle va être fière de son travail? Mais ça a des effets aussi sur la tâche. Donc, est-ce que le travail est bien fait? Est-ce que la qualité est satisfaisante? Les clients vont-ils être satisfaits? Puis l'employeur va-t-il être satisfait? Ça, c'est très important, ces effets-là, parce que c'est dans ces effets-là qu'on va noter le succès ou les échecs en milieu de travail. Puis c'est crucial quand on s'intéresse à l'insertion professionnelle parce que c'est là, en fait, que tout se joue. En ergonomie, on a un bouquin de référence qui s'appelle « Comprendre le travail pour le transformer ». Mais comprendre le travail pour le transformer, c'est comprendre tous ces éléments-là de la régulation du travail pour essayer de trouver des solutions qui sont situées dans le travail réel. Et puis, c'est ce qui va permettre de trouver des ressources propres à cette situation-là qui vont aider la personne. Donc, c'est important dans cette perspective de compréhension du travail de distinguer la tâche et l'activité. Qu'est-ce qu'on appelle la tâche? C'est ce que la personne doit ou devrait faire. C'est souvent une liste, là, une description de poste ou une liste de tâches à faire. L'activité, par contre, puis c'est ça qui nous intéresse le plus, l'activité, c'est qu'est-ce que la personne en fait de cette tâche? Comment la personne réussit à faire cette tâche compte tenu d'un certain nombre de conditions de travail qui va varier dans le temps, des contraintes temporelles, par exemple, mais aussi de ses propres caractéristiques, hein, la taille, le niveau de fatigue, les douleurs, ses motivations, ses incapacités, mais ses forces aussi, ses capacités. Et puis, quand on s'intéresse au travail puis à l'intégration, il faut s'intéresser aussi à l'activité et pas qu'à la tâche, pas qu'à ce que devrait faire la personne, parce que c'est dans l'activité que se trouvent les difficultés d'une personne en situation. Et puis, c'est dans l'activité qu'on peut trouver aussi des ressources qui sont adaptées à cette situation. Donc, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'activité de la personne plutôt qu'à seulement sa tâche?
et de s'intéresser aux situations réelles de travail et non simulées ou imaginées, parce que ça permet de prendre en compte la variabilité du travail. Ça permet aussi de trouver des solutions réalistes et réalisables à des problèmes de santé ou de performance au travail. Souvent, ce qui fait qu'une personne va être en échec, c'est justement parce que dans son activité réelle, il y a un paquet de conditions et des difficultés qui sont insurmontables. Donc, d'avoir une approche centrée sur la situation réelle, ça permet justement de trouver les bonnes ressources qui vont être utiles et utilisables à ce moment-là. Donc, pendant que la personne en a besoin. Souvent, c'est des ressources qui peuvent être des ressources humaines, avoir l'aide d'un mentor ou d'un travailleur plus expérimenté à proximité, des ressources matérielles, avoir le bon couteau bien affûté, d'avoir des ressources spatiales, comment on organise l'environnement pour que ce soit, qu'il y ait une séquence logique. Des ressources temporelles aussi, l'activité graduée, par exemple, ou prendre le temps de bien former la personne en dehors de la chaîne de production ou en dehors des attentes très, très exigeantes là, de la productivité. Donc, et puis, ça permet aussi de proposer des aménagements. Là, je parle aménagement au sens large là, de conditions de travail, d'horaires, d'organisation du travail qui vont favoriser à la fois l'accomplissement du travailleur, mais aussi la pleine satisfaction de l'employeur, des collègues et des clients, qui est un élément aussi très important pour le succès. Donc, moi, je travaille beaucoup avec un modèle pour guider mon intervention. C'est un modèle de compréhension de la situation de travail. Et puis, ça fait plusieurs années que j'utilise ce modèle-là avec les intervenants en milieu scolaire qui vont superviser les stages de pré-emploi. Et puis, ce modèle-là présente l'intérêt qu'à la fois, on a des déterminants du cadre de travail. En fait, ce qu'on fait dans ce modèle-là, c'est qu'on tente de comprendre tous les déterminants du cadre de travail qui vont avoir une influence sur le processus de régulation de l'activité en prenant aussi en considération les caractéristiques de la personne. Puis bien qu'on ne va pas nécessairement viser, on a disons qu'on cible, on a des interventions privilégiées qui vont porter plutôt sur les déterminants du cadre de travail, qui sont les matières, produits, équipements, tâches et exigences, ressources humaines et environnement de travail. Ces déterminants du cadre de travail-là doivent aussi prendre en considération l'individu. Et puis, ensemble, ça forme l'acronyme métier. Donc, ça aide à se rappeler les différents déterminants qu'on peut observer quand on va en milieu de travail. Et puis, quand on cible les déterminants qui peuvent être des sources de contraintes, ça permet d'agir sur ces déterminants-là de manière à arriver à avoir des conséquences positives sur la santé de la personne, son bien-être, mais aussi sur la performance au travail. Donc, c'est comprendre tous ces éléments-là, donc l'analyse du métier, si on veut reprendre les lettres de l'acronyme, pour arriver à trouver les solutions qui sont fertiles dans cette situation-là. Donc, pourquoi j'utilise un modèle pour comprendre l'activité? Parce que ça m'aide à guider mon observation quand je vais en milieu de travail. Ça m'aide à collecter les bonnes données qui vont être pertinentes pour accompagner une personne qui va intégrer un nouveau milieu de travail. Ça m'aide aussi à développer, à imaginer et à trouver en collaboration avec la personne ou avec l'entourage des ressources qui vont être adaptées à la situation. Puis ça m'évite aussi de commettre ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Donc, cette erreur-là, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle nous dit que ça consiste en fait à toujours sous-estimer des causes situationnelles au profit des causes dispositionnelles. Autrement dit, c'est de systématiquement favoriser des facteurs internes aux conditions environnementales quand on essaie d'expliquer pourquoi une personne a de la difficulté. Donc, si la personne a des difficultés, finalement, c'est certainement parce que soit elle n'a pas compris, qu'elle ne veut pas le faire ou qu'elle n'a pas la bonne attitude. Donc, on essaie d'éviter cette erreur fondamentale d'attribution-là qui a été décrite très longtemps, dans les années 70, par un chercheur qui s'appelle Ross. Donc, c'est intéressant pour éviter cette erreur-là de se doter d'un modèle pour essayer de comprendre la situation dans son ensemble puis trouver des ressources qui vont être fertiles pour permettre à la personne de réussir. Donc, ça m'amène finalement à vous présenter un peu l'évolution des cibles ou des objets d'intérêt de l'ergonomie. Au départ, l'ergonomie s'intéressait à l'amélioration de la santé
par la conception d'environnements sains et sécuritaires, mais graduellement, les ergonomes se sont intéressés à la conception d'environnements universels, donc qui prennent un peu mieux en compte la diversité de la population. Et puis, plus récemment, dans les dernières 10 années, je pourrais à peu près dire, on parle beaucoup d'ergonomie constructive, qui est une ergonomie qui vise le développement des personnes dans le travail, par le travail. Et puis, on va parler à ce moment-là de la conception d'environnement capacitant. Donc, c'est dans cet esprit-là que le modèle d'analyse d'activité nous aide à trouver des bonnes ressources. Et puis, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un environnement capacitant? En fait, c'est un environnement qui n'a pas d'effet néfaste sur l'individu. Donc, il va préserver ses capacités futures d'agir, qui va prendre en compte les différences individuelles, qui va compenser pour certaines déficiences individuelles, qui va permettre aussi de développer des savoir-faire, des connaissances, d'élargir les possibilités d'action, l'autonomie, l'autodétermination, puis qui va permettre aux personnes, au final, de réussir au travail. Donc, ça met l'emphase pas sur les incapacités, mais sur les capacités de la personne. Ça procure le soutien nécessaire, les ressources nécessaires pour que la personne, à terme, elle soit valorisée, qu'elle développe une estime d'elle-même, qu'elle s'accomplisse personnellement et puis qu'elle puisse contribuer à l'œuvre collective. Excuse-moi, voilà. Marie, je suis obligée de t'interrompre. Ben, c'est terminé, j'avais terminé. Super, bravo! Il me restait 1 minute 22 en passant. Numéro 1. Hey. OK, alors... merci beaucoup, Marie. Il y a 2 personnes qui m'ont envoyé des questions. Merci beaucoup. Quelques commentaires aussi. Je tiens à rassurer tout le monde. Toutes les présentations vont être envoyées en format PDF à toutes les personnes. Donc, ne vous inquiétez pas là, si des fois vous sentez peut-être là, que ça va un peu rapidement. Vous allez avoir l'information là, que vous désirez sous peu après la rencontre. Alors, j'aimerais tout de suite vous présenter notre troisième panéliste, qui est Madame Laurence Marin. Marie-Ève, on va juste changer d'interprète. Oui, merci. Laurence est directrice du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, le ROSEF. Elle est également présidente du comité consultatif personnes handicapées, qui est le CCPH. Au cours d'une dizaine d'années, elle a développé une expertise au service de l'emploi des personnes handicapées en conduisant des projets et des missions au sein d'administrations françaises. Et puis, depuis 3 ans, elle a rejoint le réseau communautaire des services d'employabilité au Québec. Alors, merci beaucoup, Laurence. Je te cède la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon document. J'espère que ça va fonctionner. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre réseau, qui est vraiment un regroupement assez unique parce qu'au Québec, en fait, on regroupe 24 services d'employabilité pour les personnes en situation de handicap. Donc, le ROSEF, c'est une association à but non lucratif. Et notre mission première, c'est vraiment de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Les organismes qui sont membres de notre regroupement sont tous des services spécialisés de main-d'œuvre personnes handicapées. C'est pour ça que j'ai noté l'acronyme là sur ma présentation, parce que c'est ainsi qu'ils sont identifiés dans l'offre de services d'Emploi Québec, qu'on appelle maintenant Service Québec, et ils sont tous financés par le ministère du Travail et de l'Emploi pour délivrer des services qui sont gratuits à une clientèle qui est en recherche d'emploi, donc pour de l'intégration, ou qui a besoin d'aide pour se maintenir en emploi. Qu'il s'agisse d'un emploi subventionné ou non, à temps plein ou à temps partiel, dans le secteur privé ou le secteur public. Nos membres sont généralement très bien ancrés dans leur communauté. Certains existent depuis plus de 40 ans et malgré cela, ils ne sont pas toujours bien connus du grand public. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau du ROSEF pour et avec nos membres? D'abord, on veille à favoriser le développement et la reconnaissance de l'expertise de nos services d'employabilité dans un esprit de concertation avec l'ensemble des interlocuteurs.
Ce qu'on souhaite vraiment défendre, c'est aussi un financement, une autonomie de gestion adéquate pour nos membres, pour qu'ils puissent rendre l'offre de services accessible dans toutes les régions du Québec. Qu'on habite en métropole ou dans une région plus rurale, l'objectif est vraiment que toute la clientèle puisse être desservie. Et puis, on note qu'au cours des ans, nos méthodes d'intervention ont besoin d'être actualisées, ont besoin de tenir compte des différentes évolutions. Des travaux de recherche dont on parle aujourd'hui, par exemple, et qui ont montré des changements dans nos pratiques d'accompagnement. Tout ça, ça nous intéresse beaucoup parce que nos professionnels vont pouvoir adapter leur mode d'intervention pour répondre davantage aux besoins de notre clientèle. Ici, quelques chiffres. Parmi la clientèle accompagnée, 35% environ des personnes présentent des troubles de santé mentale. 22% d'entre elles présentent une déficience motrice ou organique, 12% une déficience intellectuelle, et puis vous voyez les autres chiffres, 9% pour la catégorie des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, 7% en déficience neurologique, puis les déficiences sensorielles qui sont un petit peu moins représentées à hauteur de 4% et 2%. Ce qu'on note depuis ces dernières années, c'est une augmentation de la part des personnes présentant des troubles de santé mentale et aussi une augmentation des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Les services membres de notre regroupement accompagnent environ chaque année 10 700 personnes à la hauteur du Québec. Ça se répartit généralement de cette façon-là. Un peu plus de 6 500 personnes sont accompagnées pour des services d'aide à l'emploi, c'est-à-dire qu'elles cherchent à intégrer un emploi. Et plus de 4 000 d'entre elles sont accompagnées pour être maintenues en emploi, parce qu'elles peuvent rencontrer des difficultés ou parce que l'environnement de travail n'a pas su s'adapter correctement à leurs besoins. Et donc, nos intervenants les accompagnent et accompagnent aussi les entreprises, les employeurs. Et puis, j'ai identifié ce chiffre-là parce qu'après, je vais vous parler d'un projet qu'on développe pour une clientèle plus jeune. C'est qu'on constate que 48% des personnes accompagnées ont moins de 35 ans. En matière de taux de placement, donc le taux de placement en emploi est toujours de plus de 61-62%. Ce qu'on note, parce que c'est assez étonnant, on pourrait penser que les personnes en situation de handicap sont placées en emploi dans la quasi-totalité avec une subvention. Pas forcément. Parmi nos clients accompagnés, on note que 32% d'entre eux sont placés en emploi sans subvention. Et puis ici, je vous ai détaillé deux grandes mesures phares financées par le ministère du Travail, qui est le programme de subvention en entreprise adaptée et le contrat d'intégration au travail, qui sont extrêmement importants, mais qui ne répondent pas forcément à tous les besoins. Enfin, on voit que 8% de la clientèle est placée en emploi avec d'autres subventions. Et puis, pour une partie de la clientèle, on n'est pas encore prêt à aller travailler. C'est-à-dire qu'il faudra passer au préalable par un accompagnement plus social ou une prestation de pré-employabilité. Après vous avoir présenté les services de notre regroupement, je voulais vous parler d'une manière un peu plus précise d'un projet que nous venons de développer, qui a cours là depuis la rentrée de septembre, qui s'appelle du stage à l'emploi. Donc, on a retenu les initiales pour former le mot STEP parce qu'on fait référence ici à la marche qu'il est nécessaire de monter pour passer du milieu d'études au milieu de travail. Donc, ce projet consiste à accompagner des étudiants qui finissent leur parcours de formation technique en cégep à donc se préparer à réaliser leur stage, mais aussi intégrer l'emploi. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que, d'une part, et c'est très bien, de plus en plus d'étudiants en situation de handicap sont inscrits dans les collèges. Malheureusement, que le taux d'échec en stage est plus élevé chez les étudiants en situation de handicap que chez les autres étudiants. L'intégration en emploi est également rendue plus complexe. En face de ça, on sait qu'on a des entreprises qui ont un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et en parallèle, les services membres du ROSEF sont sollicités depuis quelques années pour accompagner les jeunes finissants en recherche de dernier stage.
Malheureusement, les ententes de service qui les lient avec le ministère du Travail ne le permettent pas systématiquement. Je dis systématiquement parce qu'il y a eu des initiatives dans certaines régions qui ont pu être prises. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce projet? Les grandes lignes, il est financé par le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, piloté par le ROSEF, mais en étroite collaboration avec le Centre collégial de soutien à l'intégration Ouest. C'est une structure qui intervient dans les cégeps pour aider les équipes éducatives à accompagner le parcours de formation des étudiants en situation de handicap. Dans le cadre de ce projet, nous pouvons aussi compter sur l'appui du Conseil du patronat du Québec. C'est un projet donc, qui a démarré, comme je vous le disais, très récemment et qui est prévu jusqu'à mars 2022 dans 2 régions, la région de Montréal et de la Montérégie. Il est mis en œuvre, comme je vous le disais, grâce aux divers partenariats. Donc, un partenariat avec, comme je le disais, le CCSI Ouest, mais aussi le Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap, le CRISPECH, qui est basé à Montréal. 3 cégeps accueillent ce dispositif, le cégep du Vieux-Montréal, le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil et le cégep de Saint-Hyacinthe. Nous associons 5 services d'employabilité membres de notre regroupement à ce projet-là, puisque l'objectif, c'est de pouvoir en fait organiser le relais pour que les étudiants soient accompagnés dès la fin du parcours de formation. Donc, on a bien sûr un objectif chiffré d'étudiants accompagnés. On a aussi l'objectif de pouvoir soutenir les enseignants face aux besoins des étudiants en milieu de stage et puis de favoriser une intégration de ces étudiants qui répondent aux besoins de main-d'œuvre des organisations. Et comme je vous le disais, organiser le lien avec le service d'employabilité. Donc, le support s'adresse à la fois à l'étudiant, mais aussi à l'équipe enseignante, aux conseillers des services adaptés et puis au milieu de stage. Pour l'étudiant, ce vers quoi on veut tendre, c'est l'aider à prendre conscience de ses forces et de ses défis. Trop souvent, on a l'habitude de parler d'abord des défis, donc des difficultés ou des besoins de nos clients avant même de penser à mettre en avant leurs forces. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut développer l'accompagnement, faire passer les forces avant les défis, bien sûr. On va lui apporter conseil et soutien dans sa recherche de stage et aussi pouvoir adapter le plan d'intervention aux réalités du marché du travail. On insiste aussi beaucoup sur les habiletés personnelles parce que c'est ce qui va permettre de réussir aussi l'intégration en emploi et bien sûr accompagner cette transition. Une collaboration est nécessaire et indispensable avec les services adaptés au sein des cégeps, les coordonnateurs de stage, mais aussi les répondants et les milieux de stage. Donc, c'est vraiment un lien entre l'équipe enseignante et le monde du travail. Donc, on essaie vraiment d'apporter un service à l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des étudiants, dont aussi les conseillers en service adapté. Et pour les milieux de stage, donc les entreprises, l'objectif, c'est vraiment de les sensibiliser sur les forces, mais aussi les limitations de l'étudiant, et puis de favoriser le partage d'informations utiles entre les différents acteurs. Je dis utile parce que ce n'est pas forcément utile de connaître le diagnostic en cas d'une maladie, mais c'est plutôt connaître les forces et puis aussi les limitations, donc les adaptations qu'on pourra proposer de mettre en place. Assister le milieu du stage dans l'organisation du travail et puis, lorsque c'est requis, mettre en place les accommodements nécessaires. Donc, le conseiller en intégration rencontre le jeune, prend connaissance de son plan d'intervention, propose des ateliers éventuellement sur la recherche d'emploi. Il va intervenir dans 2 cas. Soit l'entreprise est déjà connue pour le stage. Dans ce cas, il va veiller à ce que les conditions gagnantes soient réunies. Soit il va devoir identifier un environnement de travail adapté pour trouver l'entreprise qui pourra accueillir ce jeune.
Et bien sûr, il va proposer les adaptations. Donc, le Cégep a sa part dans ce projet. On lui demande de faire la promotion du projet, puis de nous aider à identifier les jeunes qui auraient besoin du service. Et puis enfin, le relais pourra être organisé avec les services d'employabilité lorsqu'on va intégrer l'emploi. Donc, il s'agit d'un projet pilote, ce qui nous permet une certaine souplesse. Donc, on a établi un processus de référence pour pouvoir organiser la mise en place du projet. Donc, on a un certain nombre de critères et les étudiants sont orientés vers le conseiller en intégration tout en respectant le fonctionnement habituel du Cégep. J'ai identifié un certain nombre d'enjeux au travers de ce projet et c'est ce que je voulais vous présenter là maintenant. On comprend que l'objectif, c'est vraiment de sécuriser le parcours des étudiants en situation de handicap. Mais on se rend compte aussi qu'actuellement, on est dans un contexte de pandémie. Au Québec, tous les étudiants de Cégep suivent leurs cours à distance. Ça veut dire que c'est un gros défi que de pouvoir ne serait-ce que les rejoindre et être identifiés par eux. J'ai bientôt terminé. On accompagne le stage en entreprise et l'entrée sur le marché du travail. Et puis, un autre enjeu, c'est d'ouvrir les services d'employabilité à une jeune clientèle. Et puis enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'en fait, on fait se rencontrer deux cultures différentes, mais qui sont complémentaires. Le monde de l'éducation et le domaine de l'emploi, de l'employabilité. On a des objectifs différents. Le premier a un objectif de diplomation, alors que l'employabilité a un objectif de placement en emploi. On va proposer des accommodements différents. En milieu étudiant, ça va être l'accommodement de l'apprentissage, alors que nous, on va penser aux tâches au travail. Et puis aussi, on va mobiliser des compétences différentes. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir faire évoluer l'offre de services pour permettre à ces étudiants de bénéficier d'un accompagnement similaire, quelle que soit la région au Québec. Merci beaucoup, Laurence. Je l'ai laissé terminer une petite minute. Écoutez, de toute manière, toutes les présentations vont vous être envoyées par la suite. Là, je m'excuse, c'est sûr que c'est quand même assez court, 15 minutes. Alors, on va faire le changement d'interprète et puis par la suite, je vais vous présenter là, notre prochaine présentatrice. Alors, je vais laisser bientôt la parole à Marie-Josée Durand. Alors, Marie-Josée est professeure titulaire à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheure régulière du Centre de recherche Charles Lemoine Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé. Elle est également directrice du Centre d'action en prévention et en réadaptation de l'incapacité au travail, le CAPRI. Elle est titulaire de la chaire de recherche en réadaptation au travail et elle est également co-responsable du regroupement des chercheurs du Québec du CRPIP. Alors, merci Marie-Josée, je te cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Alors, ça me fait plaisir de vous partager les travaux que j'ai réalisés depuis quelques années avec Marie-France Coutu, qui est psychologue et qui travaille avec moi dans mon équipe. Alors, on va passer maintenant à la fin de carrière. On va parler des travailleurs vieillissants. D'abord, pourquoi on parle des travailleurs vieillissants? Mais qui sont les travailleurs vieillissants? Bien, en fait, il n'y a pas de consensus international à savoir quand est-ce qu'on commence à être vieillissant. Il y a des pays qui prennent 45, 55, 60, mais il n'y a pas de point de coupure, il n'y a pas de consensus. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que lorsqu'on regarde les courbes d'absence du travail, on se rend compte que vers 55 ans, il y a les gens qui s'absentent à ce moment-là vont avoir des durées d'absence beaucoup plus longues. Donc, on a vraiment un point ici là, important à 55 ans qui font que les durées d'absence ne sont pas plus fréquentes, mais ils sont plus longues. Donc, quand je vais vous parler des travailleurs vieillissants, bien, je vais vous parler des 50 ans et plus. Alors, pourquoi on s'interroge sur ces travailleurs-là? En fait, c'est parce qu'il
il y a plusieurs changements sociaux depuis de nombreuses années. Alors, je vous rappelle un taux de natalité qui a diminué, une espérance de vie qui est plus longue. On a retardé aussi l'âge de prendre sa pension et on a aussi un phénomène récent qui est que souvent les fonds de pension ne sont plus aussi sécuritaires qu'ils étaient précédemment et les gens se retrouvent à l'âge de la pension et ont moins d'argent. Donc, tout ça va faire qu'on va avoir beaucoup plus de travailleurs plus âgés au travail et on a vraiment ce phénomène-là qui va aller en s'accroissant dans les 20 prochaines années. Alors, on s'est posé la question suivante, mon équipe et moi, c'est est-ce que le vieillissement des travailleurs comporte des enjeux particuliers quant au retour et au maintien au travail suite à une absence prolongée? Donc Ben, ici, on s'intéresse vraiment, oui. excuse-moi, c'est qu'on est toujours sur la diapositive de titre. Ah, excuse-moi, moi, ça, tu vois, ça changeait. Est-ce que là, ça va? Oui. Bon, merci beaucoup. J'aurais pu passer 15 des prochaines minutes sur la diapo de titre. Donc, on s'est intéressé au retour au travail et au maintien au travail, mais que pour les travailleurs vieillissants qui avaient une incapacité au travail. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait une recension des écrits des 20 dernières années et on a fait des groupes de discussion et avec des représentants des employeurs, des syndicats, des professionnels de la santé, et on s'est intéressé à 4 problèmes de santé: troubles musculo-squelettiques, mental, cancer et maladies chroniques. Je vous présente quelques constats de cette étude-là. Le premier constat qui est extrêmement important, c'est que finalement, autant la littérature que les gens qu'on a rencontrés, ils sont tous d'accord pour dire que dépassé 45 ans, la capacité de travail et de récupération est beaucoup moindre chez ces personnes-là et que ça va influencer la récupération, le retour au travail. Et ça s'explique, entre autres, par une présence de la comorbidité de d'autres maladies. Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'à partir de 45-50 ans, tu es en déclin des capacités étant donné le vieillissement. Le deuxième constat qu'on peut faire aussi, c'est qu'on se rend compte que les services de réadaptation qui sont offerts à ces gens-là ne sont pas optimaux. Ils ne sont pas optimaux pour 2 choses. D'abord parce que peut-être que le système d'indemnisation des absences actuellement ne tienne pas compte un peu de la caractéristique de l'âge chez les travailleurs. Et par exemple, si tu as une entorse lombaire, que tu aies 20 ans ou 60 ans, l'indemnisation va être la même chose. On a aussi des durées d'absence pour la santé mentale qui sont semblables, indépendamment de l'âge. Donc, cette adaptation-là ne se fait pas, ne semble pas se faire. Et le deuxième élément aussi, et ça commence à émerger beaucoup, c'est que peut-être que chez les professionnels de la santé qui offrent des services à ces gens-là, il y aurait la présence de certains stéréotypes négatifs quant à la capacité des gens. Donc, si j'ai un travailleur de 60 ans qui a un travail physique exigeant, peut-être que je ne vais pas le pousser autant ou offrir le même type de traitement. Donc, ces 2 éléments-là vont aller dans le sens que les services offerts ne seront peut-être pas optimaux. Le troisième constat, et le premier constat, c'est vraiment que tout le monde croit que les 45 ans et plus ont moins de capacité. Le troisième constat, c'est de dire, bien, dans le fond, il y a une interdépendance entre les capacités du travailleur et le milieu de travail. Et ça va un peu dans ce que Marie Laberge parlait tantôt en termes d'environnement capacitant. Ce que nous, on a vu dans cette étude-là, c'est qu'il y a un écart entre les capacités de l'individu après 45 ans et les exigences de travail. Mais que le milieu de travail comme tel, on est dans une grande phase d'intensification au niveau organisationnel et technologique et que cette intensification-là augmente l'écart pour les gens de 45 ans et plus pour le retour au travail. Donc, ça devient de plus important si on est en présence de cette intensification-là. Tout le monde s'entend aussi pour dire que la solution, c'est de faire des accommodements de travail.
Tout le monde est favorable à cette solution-là. Sauf que quand on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans la réalité, on voit qu'offrir des accommodements, ça repose sur le préalable que l'employeur veut offrir du soutien à ces travailleurs vieillissants-là. Et ce qu'on voit aussi dans la réalité, c'est que souvent, quand on a un travailleur vieillissant, il va avoir une estimation de coût associée aux accommodements. Bon, ce travailleur-là, combien il reste d'années à travailler, combien ça me coûterait de donner un accommodement, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je vais le donner? Et ce qu'on voit un peu dans la littérature, c'est qu'il y a peu d'accommodements qui sont offerts aux travailleurs vieillissants. Ça repose aussi, cette offre d'accommodement-là, à la reconnaissance de la valeur du travailleur vieillissant. Est-ce qu'on lui reconnaît une contribution suffisante pour vouloir faire ces accommodements-là? Ça, encore une fois, on se rend compte que ce n'est pas toujours présent dans le discours des gens. Un autre constat et qui est émergent dans les dernières années, c'est qu'on se rend compte que les travailleurs de plus de 55 ans vont être confrontés à une charge cumulée. C'est-à-dire qu'il y a la charge de travail, mais ils vont changer leurs rôles sociaux parce que souvent, les gens de 55 ans vont être confrontés à un rôle d'aidant naturel. Avant, les enfants partaient et on ne s'occupait pas de nos aînés, nos parents aînés. Maintenant, les gens décèdent plus tardivement, donc il y a une charge cumulée et on se rend compte que le travailleur vieillissant qui est une femme qui est associée au rôle d'aidant naturel va avoir une charge encore plus importante. Donc, le retour au travail va être modulé par ça. La mobilisation, elle est variable aussi. Donc, ce qu'on dit, il y a une espèce de consensus pour dire que les travailleurs vieillissants, on n'est pas sûr de leur motivation à retourner au travail. Lorsqu'on fouille un peu cet item-là au niveau de la motivation, on se rend compte qu'il y a plusieurs raisons qui vont mobiliser les gens à faire l'effort pour retourner au travail. Ça peut être la valeur intrinsèque du travail. Il y a des gens pour qui le travail est valorisant, ils aiment leur travail, c'est une source de satisfaction, ils vont vouloir retourner. Il y a des gens dont on dit que les travailleurs vieillissants, ils restent que pour les avantages sociaux et que sans ça, ils ne se maintiendraient pas au travail. Donc, ça fait des gens moins motivés à rester au travail. Et il y a une autre réalité qui est témoignée par les travailleurs vieillissants, c'est de dire, si moi, je quitte mon travail à l'âge que j'ai, jamais je vais être réemployable. Donc, il y a plusieurs raisons qui vont influencer la motivation à rester au travail, mais souvent, on met ça dans une grande enveloppe en disant, les travailleurs de 55 ans, ils ne sont pas motivés à retourner au travail. Je vous partage maintenant certaines réflexions par rapport à ces constats-là. Le premier qui est très important, c'est que oui, tout le monde s'entend pour dire que la capacité de travail et récupération est moindre. En fait, dans la réalité, quand on regarde un peu la littérature, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un déclin des capacités qu'on va voir, mais plutôt une transformation des capacités en vieillissant. Donc, on va dire oui, il y aura moins de mémoire de travail, par exemple, mais ça va être compensé par l'intelligence cristallisée. Donc, on a vraiment toute une littérature qui nous parle comment les travailleurs vieillissants vont transformer leurs capacités pour maintenir leur rendement au travail. Mais le constat que je vous partageais, ce n'est pas du tout cette reconnaissance-là, la transformation des capacités. On a aussi clairement des caractéristiques de la personne qui va moduler un peu ces capacités-là. Et quand on regarde le discours et les études, on met tout le monde ensemble, alors qu'on sait bien que la génétique va être différente, la sédentarité versus quelqu'un qui est actif, le travail que tu as occupé toute ta vie. Donc, il y a beaucoup de facteurs personnels qui font que deux travailleurs du même âge n'auront pas les mêmes capacités. Le dernier élément là-dedans aussi, c'est qu'actuellement, on n'a pas d'évidence que les capacités de travail mesurées en situation réelle de travail sont influencées par l'âge. Ce n'est pas linéaire. Hein? Donc, on n'a pas de preuve de ça, malgré que tout le monde a cette croyance-là du déclin des capacités. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la forte croyance du déclin des capacités a des influences sur nos services en réadaptation
et sur les accommodements qu'on offre aux travailleurs. Et ceci est assez difficile. Donc, ça nous amène à croire que les travailleurs vieillissants sont vraiment en situation de vulnérabilité actuellement. Les solutions, moi, je pense qu'il y a une première vague de solutions qui est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens à cette transformation des capacités plutôt qu'au déclin, à la valeur importante d'un travailleur expérimenté dans les organisations. Et il faut le faire, cette sensibilisation, non pas juste auprès d'un acteur, mais auprès de l'ensemble des acteurs. Donc, on parle des assureurs, des employeurs, des syndicats et des professionnels de la santé. Il faut aussi travailler au niveau des milieux de travail. Je pense que quand on parle des accommodements, on parle tout le temps des accommodements par rapport au poste antérieur. Là, il faudrait peut-être réfléchir à une autre façon d'accommoder les travailleurs vieillissants. Mais je pense que dans les prochaines années, il faut repenser à redéfinir le travail pour les travailleurs vieillissants en disant, est-ce qu'on peut offrir ou moduler le travail pour maintenir les gens au travail, mais en offrant d'autres choses que ce qui est actuellement possible au niveau des politiques et des procédures comme telles. Je terminerai en disant, si vous voulez un petit peu plus parler de ça, je vous invite à aller sur le site du CAPRI. Il y a un article scientifique puis un article de vulgarisation qui traite de ça. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, moi, j'ai 14h20 sur mon ordinateur. Normalement, nous devrions prendre une pause de 5 minutes. Donc, je vous invite à aller prendre une petite pause. Puis, à E25, nous allons reprendre pour nos 2 derniers présentateurs et la suite de la rencontre. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à les formuler. Sinon, ce sera en direct tout à l'heure. Alors, à tout de suite. Alors, j'aimerais sans plus tarder vous présenter notre prochain présentateur. Alors, Francis, est-ce que tu es revenu? Oui, je suis là. OK, super. Alors, je vais te présenter. Alors, Francis Charrier, qui est étudiant au doctorat à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Il est également étudiant membre du CRPIP et il est professionnel de recherche au CIRIS, donc le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Alors, je vous souhaite un bon moment avec Francis. Bonjour. Tout d'abord, je suis très content en fait de pouvoir vous partager certains résultats là, en lien avec ma thèse de recherche que je fais actuellement. Donc, la présentation aujourd'hui, ça s'intitule « Comme un fruit dans un jello, regard de travailleuses et de travailleurs ayant des incapacités motrices sur l'équilibre travail-vie personnelle ». Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est traiter de 5 éléments. Tout d'abord, je vais faire une courte mise en contexte. Ensuite, je vais présenter un peu les objectifs de mon projet de thèse, présenter également un peu les outils que j'ai utilisés pour colliger les informations. Ensuite, on va discuter davantage de l'équilibre travail-vie personnelle en tant que tel qu'il est vu par les travailleuses et les travailleurs. Donc, on va s'intéresser à 4 composantes centrales, en fait, qui sont dégagées des entrevues que j'ai faites, et aussi certaines caractéristiques de cet équilibre-là, en fait, que je trouve que c'est assez intéressant, qui diffèrent en réalité des expériences, en fait, des autres groupes, comme les femmes ou comme des personnes migrantes ou d'autres personnes là, qui parfois ont des enjeux en termes de conciliation sur le marché du travail. Donc, tout d'abord, en termes de mise en contexte, justement, Mme Durand, auparavant, elle a traité de certains éléments super intéressants. Elle a parlé de comment les vies professionnelles avaient changé au cours des dernières années, des dernières décennies. On a parlé d'intensification du travail. On a parlé également, Normand a parlé aussi de l'augmentation des exigences. On voit aussi la globalisation. On a vu également aussi du côté du fait que les gens deviennent aussi des aidants naturels. Il y a aussi le fait que les gens également veulent avoir davantage de loisirs dans leur vie. Et ça fait en sorte que les gens en sont venus à voir les carrières d'une manière différente. Donc, il indique qu'aujourd'hui, pour que les gens soient en mesure de réaliser l'ensemble de leurs activités, qu'ils puissent avoir en fait une carrière, il faut qu'il y ait une carrière un peu qui soit davantage soutenable pour eux dans le temps. Donc, l'idée de la carrière soutenable, en réalité, c'est 4 éléments. C'est tout d'abord avoir un bien-être économique. C'est aussi le fait d'avoir des emplois qui sont plus flexibles, d'avoir des opportunités également de promotion ou de renouvellement professionnel et aussi d'avoir un équilibre travail-vie personnelle.
Et ça, en fait, c'est un élément super intéressant, je crois, à mettre en place dans le champ du handicap. Mais par contre, il y a très peu d'études qui sont intéressées à cet aspect-là d'équilibre travail personnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour les travailleurs et les travailleuses? Parce qu'on ne se le cachera pas, qu'ils ont des enjeux en termes de santé, ils ont des enjeux aussi en termes, évidemment, parfois ils ont des enfants, ils doivent passer davantage de temps pour faire leurs activités quotidiennes, ce qui fait en sorte que parfois il y a des enjeux qui vont les empêcher de travailler ou d'avoir un emploi à temps plein comme ils le souhaiteraient. Et à mon sens, les questions d'avoir une carrière soutenable et un équilibre travail personnel, c'est deux enjeux extrêmement importants pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs qui ont des incapacités. Donc, dans le cadre de ma thèse, en fait, j'avais deux grands objectifs. Le premier, c'est d'identifier quels sont les principaux enjeux en matière de conciliation travail personnel. Et dans le deuxième temps, c'est de voir un peu comment leurs expériences de conciliation travail personnel au cours de leur carrière vont les amener peut-être à des changements d'emploi ou encore à devoir faire des changements dans leur vie personnelle en termes de rôle, d'activité, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment les aspects centraux de ma thèse. Et pour ma méthodologie, en fait, c'est que j'ai rejoint 12 personnes qui ont des incapacités motrices. Donc, c'est autant des gens qui sont nés avec des incapacités ou quand ils étaient jeunes, les ont acquises, que des personnes qui, en réalité, les ont acquises en cours de route lorsqu'ils étaient sur le marché du travail. Donc, et aussi pour les participants, j'ai eu une très belle variété en termes de caractéristiques. On a des hommes, des femmes, évidemment, en nombre égal. On a aussi le fait des gens qui viennent de la diversité sexuelle, de la diversité culturelle. J'ai des gens qui travaillent à temps partiel. Il y a aussi des personnes également qui proviennent, dans le fond, qui ont moins de 40 ans également. Donc, j'ai vraiment là une très belle diversité dans le terme de participants. Et en termes d'outils, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la méthode du récit de vie. Donc, j'ai fait souvent 6, 7 entrevues par participant pour voir un peu comment dans le temps cette conciliation-là avait évolué, qu'est-ce qu'il y avait eu comme événement qui a eu un impact là-dessus, voir un peu les enjeux. J'ai fait également des questionnaires stratégiques. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher à différents points dans le temps des informations plus factuelles, à savoir le nombre d'heures de service à domicile qu'ils avaient ou encore leur niveau de satisfaction dans certains aspects de leur vie. Évidemment, j'utilisais NVivo, là, qui est un outil pour catégoriser en quelque part les entrevues. Et c'est quelque chose que je suis en train de faire là, actuellement de ce côté-là. Donc maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est aux 4 grandes composantes principales de l'équilibre travail personnel selon les travailleuses et les travailleurs. La première, c'est celle de l'argent. Donc, on ne se le cachera pas. De ce côté-là, en fait, pour beaucoup de travailleurs et travailleuses qui ont des incapacités, souvent sont désavantagés sur le marché du travail. Donc, ils ont des emplois souvent à temps partiel, des emplois souvent qui sont peu payants ou encore qui ont peu de bénéfices sociaux. Donc, cet aspect-là d'avoir un emploi qui soit suffisamment payant pour être en mesure de répondre à ses besoins est une dimension assez importante. Et il y a des gens qui m'ont indiqué aussi que c'était important d'avoir un emploi qui permet d'avoir une espèce de un rapport argent-temps de qualité. Donc, l'idée, c'est que l'emploi me permet, dans le fond, d'acquérir, dans le fond, des ressources pour avoir du plaisir dans leur vie quotidienne. Et ça, en fait, comme je dis, c'est vraiment axé là, davantage sur un rapport coût-bénéfice. Dans le fond, de ce coup-là, c'est vraiment comme un calcul rationnel que certaines personnes mettent au cœur de leur vie, là, si on veut. La deuxième composante, en réalité, c'est celle du temps. Donc, de ce côté-là, en fait, cette composante-là a une dimension à la fois qualitative et une autre composante qui est une autre dimension qui est quantitative. Pour ce qui est de l'aspect quantitatif, en réalité, c'est l'idée d'avoir un temps qui est suffisant pour être en mesure de réaliser l'ensemble des activités, des rôles que l'on a au cours de leur vie. Donc, et l'autre aspect aussi, que les gens qui m'ont indiqué, c'est que pour eux, l'équilibre, c'est de ne pas manquer trop de travail en raison de leurs rendez-vous médicaux, en raison aussi de certains retards qu'ils peuvent avoir en raison de leur transport adapté ou d'autres choses comme ça. Donc, et dans le premier extrait de l'homme de 45 ans, ce qu'on voit, c'est que pour lui, l'équilibre, c'est un partage de temps en différents aspects de sa vie. Donc, c'est vraiment un aspect plus quantitatif de ce côté-là. Pour le deuxième extrait, ce qu'on voit à la fin, j'ai mis en orange, c'est j'ai ma fin de semaine, puis travailler le soir. Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire qu'il y a un aspect qualitatif, donc d'avoir un temps de qualité lorsqu'on n'est pas au travail. Et ça, en fait, c'est vraiment axé sur l'idée de mettre des frontières entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Donc, l'idée que les gens puissent être en mesure de bien séparer le travail de la vie personnelle. Et on va voir que ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire pour beaucoup de travailleurs pour toutes sortes de raisons. Donc, cet aspect-là du temps est super important, dans le fond, pour les travailleurs, parce qu'en réalité, c'est qu'on sait que les travailleurs qui ont une capacité, souvent, ça leur prend davantage de temps pour réaliser l'ensemble de leurs activités. Donc, les déplacements, les soins personnels, ça peut être aussi s'occuper de sa santé, donc davantage de rendez-vous, etc. Donc, ils ont un temps supplémentaire qu'ils doivent consacrer à leurs activités quotidiennes que les travailleurs qui n'ont pas d'incapacité, en fait, n'ont pas à consacrer, si on veut. Et l'autre aspect aussi, c'est que souvent, les travailleurs qui ont une incapacité, lorsqu'ils ont des services à domicile, du transport adapté, etc., en fait, sont souvent contraints, en réalité, par des horaires, sont aussi contraints par des règles qui font en sorte qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'avoir les services au moment où ils le souhaitent, ou encore ils doivent attendre, ils sont sur des listes d'attente, par exemple, et ou encore il y a des retards également. Donc, ça fait en sorte que parfois, il y a des conflits en matière de temps qui vont émerger là, au cours de leur vie de travailleur. L'autre dimension aussi qui est très importante, c'est celle de l'énergie. Donc, c'est associé au temps, évidemment, mais encore une fois, ça a une dimension à la fois qualitative et une autre perspective qui est également quantitative. Donc, tout d'abord, du côté quantitatif, donc on peut le voir également là, dans le premier extrait. Donc, c'est de mettre autant d'énergie dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle que vous avez au travail. Donc, l'idée là-dedans, derrière tout ça, c'est vraiment l'idée, à quelque part, d'avoir un niveau d'engagement ou encore un niveau d'attention qui soit en fait égal ou encore suffisant dans l'ensemble de leur sphère de vie. Et en fait, ce qu'on peut voir également dans la deuxième, donc c'est la question d'avoir une belle présence aussi. Donc, c'est toujours lié au temps, mais c'est aussi lié à l'énergie. Donc, l'idée là-dedans, c'est aussi d'avoir un sentiment de disponibilité psychologique. Donc, c'est tant au niveau physique, cognitif, au niveau également émotionnel, qui permet de s'engager en quelque part aussi dans leurs différents domaines de vie. Donc, l'idée, c'est pas juste seulement avoir du temps, mais c'est d'avoir l'énergie pour être en mesure de profiter du moment présent, ce que beaucoup de personnes, en quelque part, n'ont pas nécessairement accès. Donc, encore une fois, tant qu'à moi, c'est une dimension qui est extrêmement importante, dans le fond, pour l'équilibre travail personnel de ces travailleurs-là, parce qu'on le sait, souvent, il y en a beaucoup qui vont avoir ce qu'on appelle les effets des déficiences. Donc, c'est des symptômes, ça peut être de la fatigue, ça peut être des douleurs, des inconforts, qui vont faire en sorte que parfois, ils n'auront pas cette belle présence-là dans leur vie, ou ils ne pourront pas consacrer, encore une fois, le niveau d'énergie qu'ils auraient voulu avoir dans leurs différents domaines de vie. L'autre aspect aussi, c'est qu'un capacitisme qui est ambiant, tant sur le marché du travail que dans la vie quotidienne, ce qui fait en sorte qu'ils sont souvent confrontés à des obstacles, sont souvent confrontés à des obstacles en fait qui les amènent à vivre davantage de stress. Donc, c'est du stress autant en lien avec leur corps, avec leur identité, en lien avec l'environnement, leurs activités, etc. Donc, j'ai beaucoup de gens qui vivent beaucoup de stress et c'est pas pour rien quelque part qu'il y a beaucoup de gens qui développent des problèmes de santé mentale également par la suite. Et le dernier élément aussi par rapport à l'énergie, c'est l'idée là-dedans que beaucoup de gens ont une charge mentale extrêmement importante aussi. Donc, c'est toute l'organisation du quotidien, l'organisation des transports, gérer du personnel. Au travail, c'est toute la question du dévoilement aussi qui permet davantage de stress, gérer des demandes, faire des procédures pour avoir un aménagement, etc. Donc, tout ça s'ajoute au fait même d'avoir un emploi et ça peut amener beaucoup de personnes à vivre des conflits, à vivre l'épuisement, du burn-out, etc. Donc, il y a beaucoup de gens à qui j'ai rencontré que c'est arrivé et ça les a amenés également à tout simplement quitter le marché du travail, donc vers 45 ans, 50 ans. Donc, ces éléments, je pense, qui sont extrêmement importants à prendre compte. La dernière composante, c'est celle de la satisfaction. Donc, c'est aussi un élément extrêmement important. Donc, c'est l'idée d'être satisfait de sa vie, de satisfait de sa santé, de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Et dans le fond, c'est tout aussi l'aspect par rapport aux valeurs, aux objectifs de vie. Donc, ce que la personne souhaite faire dans sa vie. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir un travail ou d'avoir une vie personnelle, mais être en mesure de dire, bien, écoutez, moi, dans 5, 10, 15 ans, j'aimerais arriver là dans ma carrière, j'aimerais ça tomber à temps partiel ou encore j'aimerais ça réaliser de nouveaux projets dans ma vie. Donc, est-ce que l'emploi dans lequel on est ou les services qu'on a dans notre vie personnelle vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là? Donc, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde non plus. Donc, l'idée là-dedans, en termes de conciliation, attendez, donc 2 minutes, oh là là, je vais passer vite. Donc, l'idée, c'est important par rapport à la satisfaction. Donc, je vais passer vite là-dessus. Attendez. OK. Principale caractéristique, je vais assez rapidement là-dessus.
Attendez. Donc, l'idée, c'est que l'équilibre, pour la plupart des travailleurs, c'est quelque chose qui est très précaire et changeant. Donc, l'idée est précaire parce que les gens doivent toujours gérer des imprévus par rapport à leur corps, par rapport à leur identité, par rapport aux obstacles dans l'environnement, par rapport à les différentes activités et rôles qu'ils ont, tant au niveau de leur vie personnelle que de leur vie professionnelle. Et ça fait en sorte que, aussi, en raison des événements qui vont arriver dans leur vie ou au travail, quoi que ce soit, bien tout d'un coup, l'équilibre va changer, peut changer très rapidement. Changement de patron, problème de santé, va faire en sorte que tout d'un coup, l'équilibre qu'on avait est plus le bon, il faut en trouver un autre. Donc, ça devient quelque chose qui est très changeant. L'autre aspect aussi, c'est que dans le fond, cet équilibre-là, c'est quelque chose de très complexe et aussi qui doit nécessiter beaucoup de négociations. Complexe parce que, comme je vous disais, c'est un lien entre le corps, l'identité, les obstacles, les rôles, etc. Et pour beaucoup de gens, c'est un défi de tous les jours. Donc, il y a toujours des imprévus. Il faut toujours revoir un peu de quelle manière on est en mesure d'associer travail et vie personnelle. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont indiqué également que c'était beaucoup de compromis dans leur vie personnelle. Donc, des activités qu'ils doivent quitter ou remettre en question ou des choses comme ça, ou encore changer de travail, tomber à temps partiel, etc. Ce qui amène beaucoup de personnes à considérer que l'équilibre parfois est soit impossible ou encore difficile à atteindre. Donc, soit parce que les gens ne sont pas en mesure de mettre la ligne entre travail et vie personnelle, ou encore parce qu'il manque de temps ou de soutien dans la vie personnelle pour être en mesure de faire l'ensemble de ce qu'ils souhaitent faire, ou encore les gens ne s'accordent pas suffisamment de temps personnel pour réaliser leurs activités, ou encore tout simplement, comme le titre disait, tu as l'impression d'être comme dans un jello, dans le sens où les services que tu as, les règles avec lesquelles tu dois composer, font en sorte que tu ne peux pas, à quelque part, aller chercher la souplesse qui est nécessaire pour arriver à ce que tu souhaites dans la vie. Et voilà, donc, je suis rendu à ces différentes étapes-là actuellement. Hey, super! Merci beaucoup, Francis. Peut-être que ça vous a mis en appétit. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très coloré et agréable. Merci beaucoup. Je vais vous présenter notre dernière présentatrice, qui est Shannon Dinan. Sa présentation sera en anglais. Je vais la présenter en français. Alors, Shannon est professeure adjointe au Department of Politics and International Studies à l'Université Bishops. Elle est stagiaire postdoctorale à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et elle est également membre stagiaire du CRPIP. Alors, je te cède la parole, ma chère. Merci beaucoup. Je vais simplement commencer le partage d'écran. Comment? Oui, super. Merci. Alors, je lui cède la parole. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci tout le monde. Thank you everyone for having me. So the article I'm presenting today, and thank you for your patience on this, the article I'm presenting today is co-written with Professor Normand Boucher, who you saw earlier in the conference, and it's part of a postdoctoral internship with the Center for Interdisciplinary Research on Rehabilitation and Social Integration and the Center for Research on Work Disability Policy. So in this article, we analyze disability policies with the objective here of comparing mechanisms for social integration of working age persons with disabilities in Canada. And so that is to say 15 to 64-year-olds. And so specific focus in the article is given to policy provision and the types of measures adopted, with direct funding being a key issue. So direct funding is a policy approach, for those who don't know, that allocates public funds to people with a disability or to a designated third party with the goal of allowing them to decide who is hired to help them meet their needs. And so this approach to disability grew out of the independent living movement, and it's also sometimes referred to as consumer-related care. And so in theory, it's intended to allow for greater freedom of choice for beneficiaries. Now, that being said, disability in Canada is already a patchwork, and it's only partially adopted this stance. And so in the context of partial adhesion to a policy idea, we ask what types of policy provision and measures are most common in Canada, and how do they work? And so first things first, why this focus on working age individuals? So just to briefly explain, the narrow choice of target population is because working age individuals with a disability, they're simply more vulnerable to poverty and exclusion, even when they're in employment, than the rest of the working age population. This means this population relies heavily on government support, with 2/3 of income coming from government transfers. And most of this support comes in the form of provincial income assistance. Statistics also show that this group represents a significant portion of Canadian society.
So for example, a 2017 Stats Can report shows that 22% of Canadians 50 and over live with a disability. And so you can see evidence of this in the table here, which subdivides the Canadian population over the age of 15 by age and sex. And the disabilities that people experience, of course, are wide-ranging, include both mental and physical incapacities. And so these characteristics are unfortunately associated with lower employment levels. And the employment rate for working age persons with disabilities is 21% lower than the general population. So as you well know from the theme of today's conference, acknowledgement of these issues has led to an initiative on the future of work disability in Canada, with the overall goal being to discuss the challenges and opportunities for improving work policy, as well as increasing our knowledge and research on the issue. And so this article is part of this broader initiative, which has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. And so to respond to the research question, what types of policy provision and measures are most common in Canada and how do they work? A qualitative comparative approach is used. And so official government documents were gathered from the federal, provincial, and territorial governments as the main data source. And so this includes policy descriptions, objectives, and eligibility criteria. Policies included those for which working age persons with a disability may qualify. And so these policies were then, we gathered data, we coded them, and then we compared them using hierarchical cluster analysis. And so both analyses use what we call agglomerative hierarchical clustering. And so this is simply because this method is best for identifying small clusters, which is appropriate in the Canadian case. A second qualitative comparative analysis of disability strategies and poverty strategies were then conducted in 4 provinces. These are British Columbia, Ontario, Newfoundland and Labrador, and Quebec. And so in the first step of the analysis, policies were classified. The first distinction is according to policy provision. So that is to say, do these measures provide money or services to beneficiaries? And so the objective is once again to get closer to this notion of direct funding. The second distinction is made using Fujirola's classification of disability measures. And so this classification sorts policies according to which personal habits, personal factors, and environmental factors are considered to be key elements affecting social professional integration. So I've added the classification here in this slide for your information. And essentially what it argues is that these policies can be classified into 6 types. Now we decide to focus exclusively on what we call assistance measures. So these ones right here in the red box. And so these include substance, health, and integration measures, which I'll explain a little bit more later in the presentation. But what you should know is these measures are financed by public funds and they're accessible to all, regardless of the cause of disability. And so by making this choice, we remove all insurance-based policies that might require contributions. We also remove all policies that could take the cause of disability into consideration and could lead to legal action. And we remove any private sector support services. So our focus is really on the basic safety net for individuals with a disability in Canada. And our objective is to provide a detailed portrait and comparison of the types of benefits that Canadians with disabilities may have access to, and how this aspect of the social safety net may vary across the country. So as I mentioned earlier, Canada's disability policies are known to be a patchwork. So the federal government has attempted to coordinate disability policy through various funding initiatives and reports, but this has not led to a coherent national policy. Furthermore, there's no explicit national disability legislation in Canada, and so we have both levels of government that have jurisdiction over programs affecting people with disabilities. So for example, you can think that the federal government has the exclusive right to legislate on issues such as employment insurance and old age security, whereas you'll find that provincial and territorial governments are responsible for healthcare, education, training, social assistance, and social services. And so what this means is Canada lacks a coherent disability policy, and protection is going to vary across the country. Coverage and conditions, as well as eligibility criteria, they're also going to vary between the provinces. And so to begin to understand this diversity in the context of policy provision, we performed this first hierarchical cluster analysis on the provinces. So to make this more obvious to you, what I've done is I've included a figure which shows the specific breakdown for policy provision found in the provinces and territories. And as you can see, a majority of provincial and territory governments, so 9 out of 13, they provide money rather than services. I've also taken the liberty of adding 2 parentheses so you guys can understand both clusters that we find. Now, we didn't include this in the figure, but you should also know that we did investigate the characteristics of federal policies, and findings indicate that the federal government primarily acts on disability policy through fiscal measures and funding to the provinces.
And if we look at the federal government's measures that are specifically targeted to individuals, we find that they all represent tax credits and deductions. And so this means that they have an effect on individual finances by basically recouping those costs related to a disability. And so when we look back at the provinces, because of this division of powers I mentioned, provincial and territorial governments, they include a wider array of interventions such as income and employment support, health services, and tax credits and exemptions. And so what this first analysis does is it allows us to distinguish between two provincial clusters. The first cluster emphasizes monetary provision, and then the second cluster is more evenly balanced between providing money and services. So to further distinguish between the provinces, we performed a second classification according to disability measures, and this is visible in figure 2. So of the measures classified, we had 151. We find 60 of them, or 40%, are what we call integration measures. And so these affect individuals' environment, and the objective here is to lead to social and professional integration. The second most important type, with 54 out of 151 measures, or 36%, are what we call health measures. And so these measures provide basic health needs, including services and materials. And then finally, with 34 out of 151, or 23%, are what we call substance measures. And so these provide basic economic needs and tax relief, and these prove far less popular in Canada. So to make more sense of these results, we can also look at the breakdown within the provinces, which can be more meaningful. And in so doing, what we find is health measures are the most popular with an overall proportion within these provincial measures. So they account for half or more of the measures provided in 6 of the provinces. This is then followed by integration measures and finally substance measures. And so as you can see in figure 2, all the provinces except for Prince Edward Island mainly provide health and integration measures. And while not visible in the figure, we find a completely different trend at the federal level. So here's substance measures, so meaning these basic economic needs and tax relief, they actually account for a majority of what we find at the federal, or what we find in federal policies. So once again, we performed a hierarchical cluster analysis with the objective of determining similarities and differences between the provinces and territories. And so this includes both policy provision, right, money or services, or measure type. And so this process identifies 3 clusters. So I've added the plot here just for your own benefit. But the first cluster you should know is the largest, both in the number of provinces and percentage of the Canadian population. So disability policies in these provinces generally tend to emphasize money for policy provision, and most of the provinces in this cluster skew towards health type measures over integration and substance measures. Policy provision in the second cluster also tends towards monetary service provision, but to a lesser degree. And the provinces in this cluster also show a clear preference towards what we call integration type measures. Finally, we have the third cluster, which is the smallest. These provinces provide the most services relative to the rest. However, they don't appear to show a preference when it comes to measure type, which is more evenly distributed between health and integration measures. So from these pan-Canadian results, we can then pivot towards our qualitative comparison of 4 provinces based on their poverty and disability strategies over the past decade or so. And so the objective is to provide more context to our initial findings. And in so doing, we find that Quebec and Ontario, 2 provinces that are clustered as having monetary service provision and this emphasis on health measures, they also have specific strategies to increase employment for persons with a disability. And so these provinces have had work incentives for much longer, and they also have recent disability strategies that emphasize employment for people with disabilities. Now, if we look at British Columbia and Newfoundland and Labrador, these provinces do not, pertain or are not part of a cluster that emphasizes monetary provision to the same degree, and they also favor integration measures. And we find that they have fewer comprehensive employment policies for people with disabilities. So that doesn't mean that we don't find what we call work incentives in these provinces, but they're definitely less developed. And the strategies for people with disabilities emphasize other aspects of integration, such as inclusion or individual development. And so to conclude, this analysis on policy provision shows that money is the main provision of the policies analyzed. In fact, if we look at it, 10 of the 14 governments mainly provide money over services. And so what this does is it provides evidence that Canada does indeed subscribe to elements of direct funding. The Quebec government, for your information, is the most extreme example of this. And so this does confirm the literature that describes Quebec as being a consumer-oriented province. If we look at the analysis of measure type, we find it's more evenly distributed between integration and health measures being the most common in the province and territories.
And so this means that these governments, they tend to emphasize measures that provide basic health needs and also measures that affect the individual's environment with the objective of leading to social and professional integration. And so these trends are made more obvious with the hierarchical cluster analysis, which reveals these 3 clusters within the provinces and territories. And the analysis shows that provinces that mainly provide money can be further subdivided into those who provide that prioritize health, and then those that prioritize integration measures, with a much smaller set of provinces mainly providing services to their citizens. And finally, if we look at poverty reduction and disability strategies, we find further distinctions between these provinces. So for example, both Quebec and Ontario share what we call work-oriented disability strategies, whereas BC and Newfoundland and Labrador, they have more global strategies in which work is one priority, but only one among many. You should know that Ontario is the most workfare-oriented, or it has the most workfare-oriented disability policy, with low benefits, stringent conditions, and the promise of reforms under the Ford progressive conservative government. Quebec's newest strategy, it maintains its work incentives, so it maintains its stance towards people with a disability. However, the strategy also argues that employers have a large role to play in this issue. So this might be related to the role, or the important role, that social partners and community actors play in social policy governance in Quebec. So to conclude, I just want to say thank you very much for your time, and I welcome your questions afterwards.